Bien, je passe la parole à M. Pierre Aliment, avocat de la Belle. Monsieur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, mon estimé consoeur, je vais me faire la belle. Oui, vous avez bien entendu. Voilà ce qu'aurait déclaré le client de ma contradictrice en apercevant l'innocente jeune fille approcher de son château délabré. Je vous le dis d'emblée, l'heure est grave. Alors que je vois ce sinistre personnage, l'air contrit sur le banc des parties civiles, et alors que j'entends les propos insoutenables de l'accusation, je sens poindre le risque d'erreur judiciaire qui pèse aujourd'hui sur cette cour. Eh bien, autant l'annoncer dès maintenant, à la fin de mon exposé, non seulement ma cliente sortira de cette salle d'audience blanche comme neige, mais encore, c'est ce butor qui partira finir ses jours en prison, conspué par l'assistance. Justement, je me tourne aussi vers vous, cher public, composé d'honnêtes citoyens. Tout le monde est là, ce qui nous démontre encore l'importance de cette affaire. J'aperçois ici Timon à côté de Pumba, Alice, Ariel, Stitch, Riri, Fifi et Loulou. Je vois même que, comme les années précédentes, les nains sont là. Ils ne sont plus que 4, les pauvres. Vous le savez, Hatchoum est décédé des suites d'une sinusite aiguë, Grincheux est devenu ministre de l'Intérieur, et Simplet est porté disparu depuis qu'un passant lui a indiqué son chemin en lui disant « Continue toujours tout droit ». Je veux dire à tous ces malheureux, opprimés dans leurs histoires respectives par des plus forts qu'eux, qu'ici, la brutalité ne triomphera pas. Je veux leur dire que dans ce temple de la justice, c'est la parole de cette innocente jeune fille qui sera entendue, et non celle d'une bête sanguinaire et malfaisante. Et en effet, comment pourrait-il en être autrement? Laissez-moi vous conter une histoire bien différente de celle qui nous est déclamée avec verve par la partie civile. Il était une fois une jeune fille, belle, ravissante et délicate, qui avait fait le choix de demeurer seule avec son vieux père, chose rare de nos jours. Alors qu'elle se destinait à de brillantes études au sein de la Toulouse School of Magic Management and Economics of UT Capitol, elle opte finalement pour la condition de fille au foyer. Malgré cette déconvenue, le tableau paraît idyllique. Elle lit, se promène, chante, parle aux moutons du village, etc. Bref, elle semble épanouie et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes enchantés. Et pourtant, Monsieur le Président, et pourtant, ma cliente souffre profondément. Tout d'abord, celle-ci est harcelée par tous les habitants du village, qui la voient comme une intellectuelle. Rendez-vous compte, elle ne peut pas faire un pas dans la rue sans que ceux-ci ne se mettent à lui crier en chœur qu'elle est une fille étrange, qu'elle ne ressemble à personne. Pourtant, comme nous l'enseigne fort justement le philosophe Gumball, personne ne ressemble à personne. Dans une société moderne qui cultive et valorise la différence, Belle doit donc supporter des comportements pour le moins rétrogrades. En outre, elle est plus particulièrement victime de harcèlement sexuel de la part d'un chasseur qui a dû prendre ses cours de séduction auprès d'un célèbre producteur de cinéma. Ce chasseur, dénommé Gaston, lui déclare en effet « Les femmes ne sont pas faites pour lire, dès qu'elles ont des idées dans la tête, c'est l'horreur ». Cette affirmation est ridicule, puisqu'il est de notoriété publique que les femmes n'ont jamais eu besoin de lire pour avoir beaucoup d'idées. Toujours est-il que ma cliente est dépourvue de moyens de réagir face à ces brimades. Pas de hashtag Balance ton prince au pays des merveilles. Pas d'association de lutte contre le harcèlement au village. La voilà donc obligée de supporter ces vexations permanentes. Par ailleurs, le vieux Maurice, son père, est un peu difficile à vivre au quotidien. Celui-ci est même un véritable boulet, j'ose le dire. Pas un jour que Dieu fait sans qu'il ne se livre à une nouvelle expérience dangereuse, qu'il n'invente une nouvelle machine infernale ou qu'il ne fasse exploser une partie de la maison. Et à votre avis, qui passe derrière? Qui répare, rassure les voisins et remplit les papiers de l'assurance? Eh oui, c'est encore ma cliente. Devant cette situation déplorable, peut-on reprocher à cette douce jeune fille d'avoir rêvé d'un avenir meilleur que celui qu'on lui offrait?
d'avoir rêvé d'un véritable prince charmant. Eh bien, figurez-vous que Belle ne s'est pas contentée d'attendre en espérant qu'un jour son prince viendra. Elle a pris courageusement le problème à bras-le-corps et a décidé de se lancer à la recherche d'un futur désirable. C'est dans ce contexte qu'après des heures d'errance dans une forêt fort peu accueillante, elle arrive à la porte de celui-là. Alors, mesdames, messieurs de la cour, vous avez dû entendre comme moi les thèses avancées par l'accusation qui présentent ma cliente comme une dangereuse criminelle, une espèce de pyromane spécialiste de l'effraction, sans cœur et manipulatrice. Rien n'est plus faux. On insulte par ses prétentions fallacieuses l'intelligence des membres de cette honorable cour. On nous parle tout d'abord d'une infraction d'intrusion dans le domicile de cette fameuse bête. Mais déjà, de quel domicile parle-t-on? On évoque un château de l'autre côté de la salle. Une masure, Monsieur le Président, un vague amas de cailloux branlants, menacé par la ruine et envahi par la végétation. Ma cliente n'aurait jamais passé le portail de ce cagibi si elle n'avait pas été à deux doigts de mourir de faim et de froid et poursuivie par une bande de loups sauvages. Pas d'intention délictuelle. Une erreur de fait sur un élément essentiel de l'infraction, à savoir que Belle pensait légitimement le lieu inhabité. Et un fait justificatif tiré de l'état de nécessité. Excusez-moi. Il est impossible de retenir la qualification. Je vous renvoie pour les détails techniques à mes conclusions. Les arguties de l'accusation ne méritent en effet pas qu'on s'y arrête trop longtemps. D'ailleurs, que découvre ma cliente quand elle pénètre la demeure de ce triste sire? Eh bien, elle me l'a encore répété il y a quelques jours dans mon cabinet. C'est ce jour-là qu'elle a enfin compris le message de l'affiche de prévention placardée sur la porte de l'infirmerie de son ancien collège. La drogue, si c'est illégal, ce n'est pas par hasard. En effet, la voilà qui se croit prise d'hallucination en constatant que les objets du château sont vivants et que c'est un chandelier et un cadran d'horloge qui l'accueillent à son arrivée. La cour appréciera d'ailleurs la répartition des tâches qui prévaut dans cette maison. Alors que les hommes sont maîtres du temps et de la lumière, symbole d'intelligence, les femmes sont représentées par des théières, plumeaux et commodes. Autrement dit, envoyées à la cuisine, au nettoyage et au repassage. Force est de constater que l'égalité homme-femme n'est pas au cœur des préoccupations de ce monsieur. Malgré cela, ma cliente décide tout de même de rencontrer le propriétaire des lieux pour s'excuser de son erreur, faisant ainsi montre de sa bonne foi. On nous parle ensuite d'un incendie involontaire que ma cliente aurait déclenché, entraînant la destruction de la bibliothèque du château. À ce titre, je rappelle effectivement que le texte de cette incrimination prévoit que l'infraction n'est constituée qu'en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Une simple négligence ne suffit pas pour une seule atteinte au bien. Or, en l'espèce, aucune règle de cet ordre n'interdit à ma cliente de quitter une pièce en laissant un feu de cheminée allumé. Au contraire de ce que disait le poète, en droit pénal, il ne suffira pas d'une étincelle, d'un rien, d'un geste, pour allumer le feu. Ici non plus, pas d'infraction donc. Selon l'accusation, ce regrettable auto-da-fé aurait enfin entraîné pour la partie civile un préjudice matériel, mais également moral. Cette affirmation est cocasse, parce que figurez-vous que cette bête, non contente d'être bête, est en plus analphabète. Alors que ferait-il de cette collection de livres? Intellectuellement, cette contradiction, malgré vos effets de manche, ne se surmonte pas. Je viens donc d'établir clairement que la responsabilité de ma cliente ne pouvait être engagée d'aucune façon dans cette affaire. Mes conclusions écrites sont sur ce point étayées en droit et en fait. Dès lors, Belle ne pourra ressortir de cette salle d'audience que libérée, délivrée, après une relaxe de l'ensemble des chefs de la prévention. Néanmoins, la défense dont je suis le porte-parole n'entend pas s'en tenir à la simple réfutation des thèses fallacieuses de celui qui se présente aujourd'hui comme la partie civile dans ce dossier. De défenseur, je me fais donc accusateur, pour vous démontrer toute l'ignominie de cette bête. Dans mes écrits, je caractérise de multiples infractions pénales à la charge de celui-ci. Violence, séquestration et homicide involontaire. Arrêtons-nous quelques instants sur ces deux dernières. Oui, cela est incontestable. Le client de ma consoeur est un criminel.
À l'instant même où il rencontre Belle, celui-ci décide en effet de l'enfermer dans une chambre du château. Et cette situation va perdurer plusieurs semaines. Jean-Paul Sartre disait « Il y a bien des façons de séquestrer. La meilleure est de s'arranger pour que la victime se séquestre elle-même. » Sur ce point, le machiavélisme de la partie adverse est démontré. Effectivement, la bête va tout mettre en œuvre pour que ma cliente développe un sérieux syndrome de Stockholm, aidé en cela par le chandelier lumière que je soupçonne d'être de mèche avec son maître. Le lustre est apparemment là pour dissimuler la violence de la brute, qui n'hésite pas à déclarer à ma cliente « Vous viendrez dîner avec moi ce soir et ce n'est pas une invitation », ce qui nous démontre une fois encore que celle-ci n'est pas reçue à titre amical, comme on voudrait vous le faire croire. Le candélabre va en effet tout faire pour rendre ma cliente dépendante à une vie de captivité prétendument confortable. Selon ses propres termes, c'est la fête. Nourriture de qualité, vêtements luxueux, tout est prévu pour que Belle ne résiste pas à son enfermement. Ma cliente, trop bonne, s'est faite duper pendant un temps. Elle aurait pourtant dû se rappeler qu'il en faut peu pour être heureux et qu'il faut se satisfaire du nécessaire. Cette dernière n'étant qu'une modeste jeune fille, l'esprit de lucre a toutefois joué un temps. Seulement voilà, l'incendie de la bibliothèque sera l'élément déclencheur, le point de bascule. Confrontée à la perte de son bien, d'ailleurs essentiellement due à la confondante stupidité de son complice chandelier, qui ne s'est apparemment pas nourri de la sagesse persane qui nous enseigne fort justement qu'on ne peut pas éteindre le feu avec le feu, la bête, ivre de colère, va faire montre de toute la violence qui habite son être, en invectivant ma cliente et en lui dévoilant ses crocs acérés. Cet acte violent sonne pour Belle comme un avertissement. Elle risque sa vie si elle demeure une minute de plus aux côtés du monstre. C'est d'ailleurs à l'occasion de cet événement que le dénommé Lumière trouve la mort, pris de terreur face à la colère de la bête et éteint au sens propre comme figuré par la déflagration provoquée par le cri de celui-ci. Et voilà l'homicide involontaire constitué. Belle élabore un stratagème destiné à l'attirer de ce guêpier. La partie civile y voit une manœuvre dolosive. Mais quelle indignité! C'est donc ça la teneur de l'accusation qui nous est faite? Une simple tromperie contractuelle? Quand bien même cela serait vrai. Ne faites pas mine de feindre que vous ne savez pas que ce tour de passe-passe était destiné à permettre à Belle d'échapper aux griffes de votre odieux client, maître. Profitant en fait de la naïveté et de l'ineptie de la bête, ma cliente lui propose donc de lui donner la dernière machine de ce bon vieux Maurice. Si j'en crois mes notes, il s'agissait en l'espèce d'une machine à rembobiner les DVD, la cour appréciera. Au vu de tout ce qui précède, il est clair que ma cliente ne s'est rendue coupable d'aucune infraction pénale dans cette affaire, et elle a à tout moment fait preuve de sa bonne foi et de son courage. De l'autre côté, la Cour l'aura compris, nous avons affaire à une bête qui se présente comme une partie civile, mais qui a tout d'un criminel violent. Cette Cour extraordinaire ne se prononçant que par une audience solennelle unique. Je lui demande donc de relaxer Belle de l'ensemble des chefs de la prévention, et au contraire, et dans un second temps, de condamner la bête à la peine encourue pour séquestration, à savoir 20 ans de réclusion criminelle. À titre subsidiaire, je demande la reconnaissance du préjudice moral évidemment subi par ma cliente et sollicite pour elle 1000 écus fantasiens de dommages et intérêts. Et enfin, je veux m'adresser à ce prince de pacotille. Monsieur, dans votre colère de ne pas voir ma cliente céder à vos avances, vous avez eu la prétention de croire que vous pourriez la traîner devant la justice, pour ajouter à sa douleur et à son traumatisme la honte et l'opprobre. Vous réalisez maintenant que ce dessein néfaste va causer votre perte. Comme nous l'enseigne le prophète Ézéchiel dans la Bible, celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Au juste sera imputée sa justice, et au méchant sa méchanceté. Enfin, je vous le dis, monsieur, il ne vous reste qu'une chance d'échapper à cette justice que vous appeliez de vos vœux. Vous enfuir. Prendre la poudre d'escampette. Filer à l'anglaise. En somme, et pour reprendre vos propres termes, il ne vous reste plus qu'à vous faire la belle.